J'ai toujours lu Yasunari Kawabata avec la plus grande des attentions. Aujourd'hui, cet écrivain aurait eu 127 ans. Il est né en effet le 11 juin 1899 à Osaka. Osaka, c'est une ville de la région du Kansai au Japon qui pour moi est la région non pas la plus religieuse, ni peut-être la plus occulte, mais en tout cas la région la plus mystique du monde, le Kansai. Cette région, notamment je pense à Kyoto, dans laquelle je pense retourner en septembre prochain, région que je connais si bien. J'ai écrit il y a quelque temps dans la revue Livre Arbitre un texte sur Mishima, dans lequel je parle amplement de Kawabata. En effet, les deux écrivains se connaissaient très bien, comme tout le monde le sait. Je vais lire ce texte, Mishima, l'adolescent fanatique. Il existe une histoire ancienne qui se colporte dans les milieux populaires asiatiques, du Sichuan jusqu'en Indonésie, selon laquelle l'empereur chinois Qin Shi Huang envoya jadis son alchimiste taoïste Shi Fu partir dans les lointaines îles de l'Est, avec 3000 hommes et femmes vierges, afin de rencontrer les immortels qui y vivaient et d'en ramener l'élixir de longévité. Shi Fu ne revint jamais de son voyage. La raison en est qu'il se serait installé avec sa troupe de filles et garçons sur le mont Penglai, l'un des 3 monts érigés sur les 3 îles des immortels, qu'il y devint roi et que lui et ses gens furent dès lors à l'origine du peuple nippon. Une propagande impérialiste chinoise évidemment réfutée en bloc par les Japonais de tout poil. Ce n'est pas aussi simple. L'opposition frontale entre l'Empire du Milieu et le pays du soleil levant, si elle existe bel et bien depuis les débuts du XXe siècle, est trop souvent mise en avant par la plupart des prétendus asiatophiles pour ne pas nuire à la connaissance de leur promiscuité fécondante depuis les origines, qu'elle s'exerce dans les voies artistiques. Et je songe soudain à Marguerite Parvulesco, qui m'éclaira naguère sur les arcanes de l'influence de la littérature chinoise sur la japonaise, du Nihon Shoki à Murasaki Shikibu, ou dans le domaine spirituel. Car si le versant ésotérique du bouddhisme japonais, le Mikyo, est bien d'essence nippone, celui du shintoïsme est paradoxalement d'essence chinoise. Il s'agit de l'Onmyodo, entièrement basé sur le versant occulte du Tao. Et Yukio Mishima connaissait parfaitement tout cela. Les 2 textes de Mishima, publiés dans le numéro 3 de la revue Exil, sont essentiels pour comprendre le rapport de l'écrivain à la mort et surtout au sexe et à l'érotisme. Ils sont d'ailleurs directement traduits du japonais, même si le texte français est revu par Michel Cazenave. Et j'en profite pour signaler la honte absolue, une de plus, du milieu éditorial français, et notamment Gallimard, qui continue en 2026 à diffuser massivement les œuvres de l'un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, traduites à partir de la langue anglaise. Le soleil et l'acier, le Japon moderne et l'éthique samouraï, la mort en été, et bien sûr la mère de la fertilité. Nouvelles, essais et romans, tous traduits 2 fois pour passer enfin dans notre langue. Yukio Mishima, Neige de printemps, Chevaux échappés, Le temple de l'aube, L'ange en décomposition. Roman traduit de l'anglais par Tanguy Kenegdu. Ça choque vraiment personne. On pourrait rajouter une couche de bas breton pour faire la transition, non ? Dominique Dourou n'aurait évidemment jamais commis une telle infamie, et c'est bien une traduction directe de Mishima par Tadao Taemoto qu'il présenta dans sa revue en cet été 1974. Ces textes sont des commentaires de 2 ouvrages de bataille, L'érotisme et Madame Edwarda. Mishima y écrit en substance que le sacré repose
sur la continuité de l'être profond. Il peut donc aussi bien se révéler dans l'érotisme que dans la mort, puisque ces deux états sont des mises en lumière du caractère continu de l'être, ayant en commun deux manières singulières de vouloir sortir de la vie. Pour Mishima, l'essence de la vie réside dans la discontinuité, et l'érotisme représente la dissolution des formes discontinues de notre vie. Il en arrive à la question du nihilisme contemporain, le nihilisme contemporain qui réside en toute logique pour Mishima dans la claire conscience de ce que Bataille appelle la discontinuité de la vie. Le nihilisme est donc l'ennemi du sentiment du sacré, attitude que Mishima pensait avoir décelée dans les ouvrages de Osamu Dazai, ce qui ne se priva pas de lui faire savoir lors d'une rencontre furtive en 1946. À mon sens, la grande force de Mishima consiste à avoir mis en exergue ce sentiment du sacré par le truchement du personnage de l'adolescent, qu'il est quasiment le premier au Japon à avoir mis au centre de sa pensée et de ses écrits. L'adolescent comme acmé du désir de continuité ontologique. C'est bien cela qui a dû frapper profondément Kawabata dans sa lecture en 1946 des nouvelles rassemblées sous le titre « Pèlerinage aux Trois Montagnes », traduit du japonais par Brigitte et Yves-Marie Alliou. C'est un point de départ d'une ardente amitié, non pas filiale, comme on l'écrit trop souvent, mais justement de type grand-père adolescent entre Kawabata et Mishima. C'est beaucoup plus original que le lien père-fils, et cela n'a rien à voir avec le fait que les auteurs n'aient que 26 ans d'écart. L'univers de Kawabata, à l'instar de la tradition nippone, est dans la ligne du taoïsme inaugural, se concentre sur les trois âges de l'homme, que sont l'enfance, l'adulte et le vieillard. L'enfant est assurément le plus pur des trois, car très proche du souffle originel. Nul être ne blesse l'enfant, chez qui les souffles sont concentrés, la volonté une, l'harmonie parfaite, l'efficace insurpassable, nous dit Lao Tzu dans son traité du vide parfait. Puis, un peu plus loin, des êtres attaquent l'adulte, chez qui sang et souffle sont inondation et aquilon. Désirs et soucis affluent, l'efficace diminue. Enfin arrive l'âge du vieillard, l'âge du retour au Tao, du non-agir, et la mort apporte le repos, le retour à la perfection. Nombre de récits de Kawabata sont centrés sur des vieillards en quête du retour à l'enfance. Eguchi, dans Les Belles Endormies, Oki Toshio, dans Tristesse et Beauté, et même le père Shingo, dans Le Grondement dans la montagne. Mishima, lui, ajoute un quatrième terme à la succession, enfant, adulte, vieillard, et c'est l'adolescent, le bachelier, l'insurgé. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, non, c'est que Jules Vallès est également né le 11 juin 1832. Il est nettement plus âgé que Kawabata, 194 ans. Je reprends. Mishima polarise fortement la figure quaternaire ainsi obtenue, enfant, adolescent, adulte, vieillard, autour de la mort. La mort comme lieu d'aboutissement suprême, mais aussi et surtout comme principe cosmologique de fidélité absolue, axe fondamental du Hagakure, pensée éminemment nippone, et également comme possibilité de retour à la perfection, pensée suprêmement Tao. L'un des plus beaux exemples de ce désir de pureté cosmique que constitue l'adolescence, seul âge de la vie où il reste possible de vivre sans aucune compromission avec le monde extérieur, eh bien, la figure de Isao, le nationaliste héroïquement anti-occidental de Chevaux échappés. Chevaux échappés.
La pureté. La pureté. Une idée qui rappelait les fleurs, le goût piquant d'un bain de bouche à la menthe, l'enfant qui s'agrippe au doux sein de sa mère. C'était quelque chose qui les reliait directement à l'idée du sang, à l'idée de sabres s'abattant sur des hommes d'iniquité, à l'idée de l'âme écharpant l'épaule et faisant gicler le sang alentour, et à l'idée du seppuku. La radicalité de Mishima nous montre l'adolescence comme située au croisement flamboyant de la tension érotique et du désir de mort, le lieu géométrique de la continuité absolue entre tous les faisceaux organiques du corps juvénile, en permanence exalté par un fanatisme de violence rédemptrice, matiné de haine purificatrice, une pépite adamantine de beauté révolutionnaire. J'en reviens au premier recueil de nouvelles de Mishima, celui qu'avait tant aimé Kawabata. Le ton y est autrement plus amer. Chacun des récits met en scène la néantisation du désir adolescent de l'absolu en soumettant son refus intérieur de toute compromission à ce qu'il y a de pire chez l'adulte, la préoccupation constante du regard des autres. Au début de sa carrière d'écrivain, Mishima n'entrevoyait pas encore la société du vent divin comme solution au massacre de la jeunesse. Dans Pain au raisin, Jack, 22 ans, taillé dans une sorte de cristal transparent, voit son désir de se glisser entre les atomes de la nuit, échouer dans la bestialité d'une partouze aussi horrible que sale, et il se réfugie dans les champs de Maldoror. Dans Ken, le jeune maître de Kendo, Jiro Kokubu, personnification de la droiture solaire, se suicide parce qu'il sent que son disciple favori lui a menti. La mer et le couchant. La mer et le couchant, peut-être mon texte préféré de Mishima. C'est une évocation tragique de la croisade des enfants par un berger sévenol devenu moine à Kamakura et dont tous les compagnons pastoraux ont été vendus comme esclaves après avoir embarqué à Marseille dans l'espoir de libérer la Terre Sainte. La cigarette est la nouvelle la plus explicite sur l'articulation entre l'enfance qui garde jalousement une boîte hermétiquement scellée et l'adolescence qui, elle, cherche par tous les moyens à l'ouvrir. Le couvercle est enfin enlevé, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Alors l'adolescent comprend que les boîtes à trésors sont toujours vides. Mishima précise cependant un peu plus loin dans la nouvelle, et pourtant la boîte était-elle vraiment vide? En même temps qu'on soulevait le couvercle, quelque chose d'invisible et d'essentiel ne s'est-il pas enfui à jamais? Cette remarque éclaire singulièrement l'ultime nouvelle qui donne son titre au recueil. Le vieillard Fujimiya, professeur réputé de littérature japonaise et compositeur de tanka, enfoui sous une chape de mélancolie permanente, décide d'effectuer un pèlerinage aux Trois Montagnes en compagnie de sa servante. On apprend au fur et à mesure du récit qu'il s'agit pour lui de rendre hommage à ce quelque chose d'invisible et d'essentiel et enfui à jamais. Le but affiché dès le départ par Fujimiya est de se rendre dans 3 sanctuaires fondamentaux du shintoïsme, situés dans les environs de Kumano, dans la péninsule de Kii. La servante ne tarde pas à découvrir le vœu secret du maître, enfouir dans la terre de chacun des 10 sanctuaires un peigne décoratif de buis orné d'une lettre à l'encre rouge. Assemblées, les 3 lettres forment le nom de l'amour de jeunesse de Fujimiya, comme lui-même l'apprend à la servante dans un accès soudain de sincérité. Et peu importe si la servante ne croit pas beaucoup à la véracité de cette histoire, l'essentiel est que désormais, du fait de sa somptueuse mise en scène au cœur des 3 montagnes, aussi bien le maître qu'elle-même ne vivaient plus que dans la vérité de leur être. Atteindre à l'éclat transparent de la vérité solaire de son adolescence grâce à la mise en scène de son amour éternel et perdu à jamais. Voilà une autre manière de pratiquer un seppuku. D'autant que le choix de Kumano est loin d'être hasardeux, puisque le mont Horai, où se rendent Fujimiya et sa servante,
est le lieu de séjour des immortels, dont le nom n'est rien d'autre que la prononciation japonaise du mont Penglai. Cela vous dit-il quelque chose? Le sacré repose sur la continuité de l'être profond, continuité entre l'adolescence de l'étudiant en proie à un amour malheureux et la cristallinité retrouvée du cœur du professeur à la veille de sa mort, reposant entièrement sur la continuité entre le mont de l'alchimiste Shufu et celui du grand dieu Izanami, père de tous les kami et du Japon céleste. Aussi, je sais bien que le 28 février 1967, Mishima s'est allié avec Kawabata et deux autres auteurs japonais pour dénoncer la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Mais l'on ne trouve nulle trace dans les écrits de Mishima de critique de la Chine éternelle, bien au contraire. Si certains vont à la poursuite des sources du zen dans le bouddhisme chinois, moi, je suis à la recherche de l'ancrage nodal de Mishima et de Kawabata dans le Tao,